bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs pour les introductions de ce matin qui ont bien permis de poser le cadre. Et merci à vous tous d'être aussi nombreux. C'est toujours plaisant de pouvoir parler devant des salles pleines. Merci évidemment à l'ABCES pour son invitation. Alternative économique, qui est le média que je représente aujourd'hui, est toujours ravi de collaborer avec l'ABCES. C'est pas nouveau et ça va continuer. Crépol l'année dernière, le lycée des métiers Brouillardant à Hyères dans l'Essonne, ce lundi. Merci beaucoup. Les drames de jeunes tués à l'arme blanche font régulièrement la une des médias ces derniers mois, je ne vous apprends rien. Alors on parle de RICS, de règlement de compte, de guerre des quartiers, et puis la médiatisation de ces faits divers peut laisser penser que la jeunesse française devient de plus en plus violente. Cette compilation du fait divers fait d'autant plus système, on va dire, qu'une partie du champ médiatique et politique l'utilise évidemment à des fins personnelles. C'est ainsi qu'on peut entendre un président de la République parler de décivilisation il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou qu'un ex-ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin pour ne pas le nommer, parlait récemment d'ensauvagement, reprenant le vocabulaire d'une partie de l'extrême droite, et validant ainsi l'offensive médiatique réactionnaire de Vincent Bolloré et sa galaxie médiatique que vous connaissez désormais par cœur, de CNews à Europe 1 en passant par le JDD. Alors la jeunesse s'est-elle ensauvagée? Est-ce qu'elle est vraiment devient de plus en plus violente? Si oui, quels sont les facteurs qui poussent à cette violence? Est-ce que les facteurs économiques, le travail, les revenus, les facteurs sociaux, le genre, on va beaucoup en parler, la composition familiale, la réputation? Et quel rôle joue la géographie? Y a-t-il une violence urbaine et une violence rurale? Le territoire fait-il la violence? Et porte-t-il en lui des facilitations à la violence? Au-delà des violences physiques et leur déclinaison la plus radicale, quelles sont les violences aussi sociales, économiques, culturelles, psychologiques et même symboliques qui touchent les jeunes? Voilà les questions qui vont nous occuper pendant 1h30. Je sais, 1h30 c'est court pour répondre à tout ça, mais on va tenter d'y répondre et on a la chance d'accueillir aujourd'hui un chercheur et deux chercheuses. Alors, je ne sais pas, Aude, si vous nous entendez bien, vous parlerez en deuxième, vous nous direz. En tout cas, j'espère que nous, on vous entendra bien. Je vous présenterai tout à l'heure, mais je vais d'abord me tourner vers vous, Marwan Mohamed. Vous êtes sociologue au CNRS, vous avez travaillé sur la sociologie des rivalités entre quartiers et plus globalement sur les questions de délinquance. Alors, par rapport aux questions que je viens de formuler, est-ce qu'on peut poser quelques constats sur tous ces éléments, et notamment ce fameux ensauvagement dont on entend parler? Est-ce un mythe que nous disent les faits? Est-ce qu'on peut poser déjà un peu un cadre un peu plus factuel, puisque nous ne sommes pas tenus par des réponses de 40 secondes comme dans les médias classiques? Même si je vous laisse 5-7 minutes pour cette fois. Un luxe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. J'étais ravi. Alors, et merci aux organisateurs pour m'avoir invité, mais surtout pour avoir proposé cette thématique pour cette journée. Je pense que c'est très important. Alors, je voudrais commencer pour vous répondre par une citation. Une citation de l'extrait d'un édito qu'on peut lire dans le Petit Journal, en 1907. Donc ça date un petit peu. Dans cet édito, écrit en 1907 dans le Petit Journal, on peut lire sur la délinquance juvénile, je cite, qu'elle est toujours plus violente, plus nombreuse, plus précoce. 1907. Et comme je le dis souvent, cette hypothèse, cette petite musique qu'on entend décennie après décennie, génération après génération, si cette petite musique était validée, en tout cas depuis 1907, aujourd'hui, on observerait les rivalités, non pas entre quartiers, mais entre crèches, entre nourrissons, et les maternités seraient des lieux de bagarre collective. Il n'en est rien. Il n'en est rien, fort heureusement. Les choses se passent plutôt bien dans les maternités, également dans les crèches, dans les écoles maternelles et très souvent dans les écoles primaires. Et j'ai même envie de vous dire, dans la plupart des établissements secondaires, les choses se passent correctement. Pourtant,
Il y a une autre musique qui n'est pas petite, celle-là, qui nous dit le contraire, et on l'a entendue en prenant souvent pour exemple de ces dérives, de ces présumées dérives. On prend pour exemple les violences de jeunes, notamment les violences les plus graves, celles qui aboutissent à la mort d'adolescents, à la mort d'enfants, souvent tués à l'aide de couteaux, suite à des tabassages collectifs, et il faut prendre au sérieux cette violence. Et je vais essayer de faire ça en 2 temps. D'abord de rappeler que quand on parle de violence et de comportement violent, je prêche des convertis, mais c'est bien de distinguer les formes de violence, parce que les formes de violence ont des ressorts et des finalités qui sont extrêmement différents. Donc il y a une diversité de violences, et notamment de violences collectives dans l'espace public, et cette diversité-là appelle des réponses différentes. Appelle des réponses différentes. On ne répond pas de la même manière et on n'analyse pas de la même manière les rivalités de quartier qui sont des violences de type honorifique, les violences de type hégémonique qui visent à exercer le pouvoir sur un territoire, un espace donné, les violences interpersonnelles qui parlent de contentieux, de conflits privés mais qui deviennent visibles dans l'espace public, de violences sexistes et sexuelles, de violences acquisitives, c'est-à-dire des vols en réunion avec violence, de violences de protestation, qu'on les appelle émeutes ou révoltes, mais qui appellent une réponse politique et qui repose sur un sentiment d'injustice, ce sont des révoltes à teneur politique, des violences altéritaires, racistes, quand elles sont verticales, mais parfois des conflits entre minorités qui existent très à la marge, mais qui existent dans le contexte français, des violences d'économie criminelle qu'on appelle très rapidement des règlements de compte, mais qui renvoient à la régulation d'espace de la délinquance, qui sont très souvent rémunérateurs, des violences politiques et ou terroristes, qui visent à sanctionner ou à modifier la conduite d'un État ou le fonctionnement d'une société, les violences illégitimes des dépositaires de l'autorité publique, qui sont également des violences qu'on retrouve dans l'espace public et qui sont souvent à la source des violences de protestation. Je ne suis pas exhaustif. L'idée, c'est de dire qu'on a une diversité de violences, et même au sein des établissements scolaires ou des établissements de protection de l'enfance, c'est-à-dire d'encadrement de la jeunesse, il y a des profils et des formes de violence qui sont très différentes entre ceux qui ont des héritages traumatiques, ceux qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont du mal à se maîtriser, vous voyez, ceux qui sont dans les logiques de virilisme, d'honneur, de réputation, et ceux qui ceux pour qui pour comprendre leur comportement violent, il faut comprendre comment fonctionne l'institution. Parce qu'il n'y a rien de plus facile à faire briller qu'un homme qui est en colère et pour lequel on vient appuyer sur ce qui peut déclencher une forme d'agressivité. Donc oui, parlons de violence de manière générale, concentrons-nous sur un certain nombre de violences. Et là, pour répondre à la question sur est-ce qu'il y en a plus, ces dernières années, il y en a plus. On a un mouvement qui est très paradoxal, c'est que la société pense qu'il y en a plus, et la violence se rapproche, elle se rapproche de nous, elle se rapproche de vous, cette violence-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de comportements violents tels qu'on peut les enregistrer. Et on est vraiment dans ce mouvement paradoxal. La violence se rapproche davantage, mais effectivement, d'une part, parce qu'il n'y a jamais autant de chaînes d'information, de producteurs de l'information, que ce soit des chaînes officielles, information entre guillemets, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire, mais également à travers les nouveaux outils numériques qui transforment quand même radicalement la donne, dans le sens où ces outils numériques nous rapprochent de violences dont on entendait parler, dont on pouvait entendre parler, mais qui nous arrivent sous forme de vidéos virales, filmées, dans notre poche. Notre rapport à la violence, notre rapport à l'accès à la violence, notre rapport émotionnel à la question des violences, notamment la question des violences des plus jeunes, c'est radicalement transformé. Et ça, il faut vraiment le prendre au sérieux. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Ça change tout. D'entendre parler de violence ou de lire un article de presse et de recevoir les vidéos de cette violence-là dans sa poche, ça change beaucoup de choses. Y compris pour des personnes qui se classent à gauche, y compris pour des personnes qui savent que la prévention c'est important, y compris pour des personnes qui sont très réflexives vis-à-vis de l'instrumentalisation de la sécurité, c'est-à-dire vous et moi, l'accès à ces vidéos-là produit des effets. Il faut savoir que tous les adolescents les regardent ces vidéos. Tous vos élèves regardent ces vidéos régulièrement.
Est-ce que ça les transforme en monstres? Non. Ils ont accès à ces vidéos, ça ne change pas radicalement leur comportement, ce qui apporte bien à la preuve que ça ne suffit pas d'avoir accès à ces images pour pouvoir passer à l'acte. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais là je traite des convaincus. Alors deuxième point, la violence se rapproche. Elle est plus visible, elle est plus virale. Ça c'est un fait, et du coup, pour des mouvements politiques qui ont un agenda conservateur, voire un agenda fasciste, c'est vraiment une matière extraordinaire. C'est un atout politique extraordinaire. C'est un levier de transformation de l'opinion extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette violence renvoie à des choses très archaïques chez nous, à des peurs très archaïques. C'est donc un levier de panique morale qui est assez puissant. Face à ça, il faut dire que les entrepreneurs de politique qui se disent humanistes, à gauche, etc., sont globalement, sur ces sujets de sécurité et de violence, sont globalement nuls. Pour dire les choses assez rapidement, très médiocres, très mauvais, incapables de construire un contre-discours, incapables de construire un programme sur les questions de sécurité, incapables de prendre les mouvements conservateurs à leur propre jeu, c'est-à-dire de les mettre face au bilan de leur propre politique, des bilans qui sont extrêmement limités, notamment dans la lutte pour les violences. En fait, quand on est conservateur, on est toujours gagnant. On gagne au niveau des élections, on met en place des politiques qui ont très peu d'effets, mais comme personne ne va regarder les effets de ces politiques, personne ne regarde les effets de l'incarcération sur la sécurité, etc. Du coup, on peut toujours relancer une pièce dans la machine, on est toujours gagnant. En fait, il n'y a strictement rien comme contre-discours. Il pourrait. Et je pense que c'est absolument nécessaire. Pourquoi? Mais parce que la sécurité est une chose importante. Et que la sécurité, il faut la prendre au sérieux. Et ces questions-là, il faut en parler comme on en parle aujourd'hui. Et élaborer des réponses et avoir une très bonne connaissance, ce n'est pas un objet qui est honteux. C'est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un sujet qui est absolument essentiel. Alors, sur les données maintenant, et je m'arrêterai à ça parce que depuis tout à l'heure je tourne autour, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez que les données qui sont à notre disposition, ils sont de différentes natures. Les données sur lesquelles on se repose souvent, c'est les données des enregistrements policiers de la gendarmerie, hein, les mises en cause, ce qu'on appelle les stats de la police, les statistiques administratives. Qu'est-ce qu'elles montrent, ces statistiques? D'abord, de manière générale, il faut savoir qu'en France, chaque jour, les forces de l'ordre enregistrent 700 affaires de coups et blessures et 3 homicides. Chaque jour, 700 affaires de coups et blessures, 3 homicides, 68 millions d'habitants. Quand on regarde le ratio comme ça, la question de l'explosion de violence au quotidien, ça permet de relativiser quand même un tout petit peu. 3 homicides, c'est toujours 3 de trop. Qui concerne des mineurs, qui concernent des femmes, qui concernent des hommes, c'est toujours 3 de trop. Mais ça reste une violence, notamment la violence la plus grave, qui reste à des niveaux mesurés par rapport à la taille du pays. Qu'est-ce qu'on observe également? C'est que le nombre de mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie, il est passé de 100 000 au début des années 90 à 200 000 à la fin des années 2000, et à la fin des années 2000, et depuis la fin des années 2000, ce chiffre-là est revenu à 121 000 en 2023. Donc en tendance ces dernières années, on a une baisse du nombre de mises en cause mineures. D'accord? Contrairement à tout ce qu'on peut entendre. Et je vous parle vraiment des chiffres de la police et de la gendarmerie, c'est-à-dire des données qui sont les plus sensibles aux stratégies et aux politiques de sécurité. C'est-à-dire au travail de la police et de la gendarmerie. Les données, si on prend les enquêtes de victimation, que vous connaissez, ces enquêtes en population générale, on interroge des potentielles victimes, et de quoi elles ont été victimes, elles montrent pas non plus d'explosion. Ces dernières années sur le temps long, ce qui a fortement augmenté, c'est quand même les violences verbales. C'est-à-dire notre intolérance aux violences verbales, au point de les déclarer comme des violences, etc. Donc, tout ça est très sensible à la manière dont on déclare ce type de violence. Ça, c'est une deuxième donnée que je peux vous donner. Sur toujours les chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre de mineurs mis en cause pour coups et blessures est stable depuis 2016. Il est passé de 21 800 en 2016 à 20 600 en 2023. Et la part des mineurs dans l'ensemble des actes qui ont été enregistrés est passée de 13 à 8%. Ce que je veux dire par là, et quand on regarde les plus jeunes, c'est-à-dire le nombre de mineurs de moins de 13 ans qui est mis en cause, celui-là, ce chiffre-là aussi, c'est fortement réduit.
contre l'idée d'un rajeunissement. Ce qui est vrai par contre, et là je pense qu'il faut aussi une manière de modérer, c'est que parfois, de manière générale, on peut voir soit des baisses globales, soit des évolutions extrêmement mesurées, mais localement, on peut voir des évolutions qui sont plus inquiétantes. Un exemple d'évolution inquiétante, la question de la moyenne d'âge des auteurs et des victimes de règlements de compte à Marseille, par exemple. Au début des années 2000, la moyenne d'âge des victimes était un peu plus de 40 ans, de ces règlements de compte liés aux espaces criminels. En 2023, on est tombé à moins de 25 ans. On n'a jamais eu autant d'auteurs de violences et d'homicides, ou de tentatives d'homicide par arme de guerre impliquant des mineurs. Mais c'est très localisé sur le sud-est, en milieu Marseille et l'île avoisinante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que sociologues, ça implique qu'on aille voir comment les espaces de la délinquance ont évolué à l'échelle locale, c'est-à-dire d'aller voir comment les stratégies policières ont évolué à l'échelle locale également. C'est la seule manière de répondre de manière très localisée à des évolutions de ce type-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en guise d'introduction? Je vais m'arrêter là. On reviendra. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages très précis, à la fois précis statistiquement et puis sur le plan plus intellectuel aussi. On va se tourner vers Aude. Aude, Audrey One, vous êtes sociologue, vous travaillez sur la fabrique des masculinités, notamment au travail. Et on s'est parlé hier au téléphone et on se disait que il y a une question de genre évidemment sur la question des violences, dont on va reparler tout de suite après avec Yael. Mais on se disait qu'on ne comprend pas vraiment bien les violences physiques, et Marwan a commencé à en parler. Si on ne comprend pas le terreau peut-être qu'il a préparé, vous parliez, Marwan, de jeunes en colère sur lesquels il suffit d'appuyer sur le mauvais bouton pour que le passage à l'acte puisse se faire. Comment se construit ce terrain-là de potentiel de violence? Qu'est-ce que vos travaux disent là-dessus? Je m'excuse de ne pas pouvoir être présente physiquement, mais je suis ravie d'intervenir. Et voilà, c'est bien de bonjour depuis la Bretagne. Alors moi je suis sociologue du travail et sociologue des masculinités. Donc quand je pose la question de la violence, c'est pas, en tout cas, tel qu'elle a été posée ce matin, c'est pas forcément l'angle sous lequel je travaille principalement, mais en tout cas elle fait écho à certaines violences économiques que j'ai pu rencontrer auprès de jeunes hommes que j'ai enquêtés, donc de violences économiques notamment sur le marché de l'emploi, en particulier dans des territoires désindustrialisés ou des bassins pauvres en emploi, qui offrent assez peu d'avenir ou d'opportunités professionnelles de qualité pour des jeunes hommes, des jeunes femmes aussi, mais là on parle des jeunes hommes si on parle de masculinité. Je pense par exemple au territoire désindustrialisé qu'a étudié Benoît Coquart par exemple, ou dans des bassins comme la Bretagne, le centre-Bretagne que je connais bien avec beaucoup d'agriculture et d'agro-industrie. On sait que le chômage a une incidence conséquente sur la violence des hommes, notamment en termes de dépression, d'alcoolisme, de violence familiale et domestique. Mais la violence économique aussi des emplois offerts n'est pas sans conséquences sur les jeunes hommes. Alors, moi j'ai particulièrement étudié notamment les emplois de préparateurs de commandes dans les entrepôts logistiques, dans la grande distribution, qui évidemment sont des emplois relativement repoussoirs, réalisés par des jeunes hommes parce qu'on cherche des personnels en forme, qui sont capables de réaliser des tâches avec des cadences importantes. Donc c'est aussi des emplois qui sont réalisés par la frange la plus précaire des classes populaires, majoritairement non qualifiés, et c'est des emplois qui sont souvent liés à l'urgence ou au besoin d'un salaire. Donc j'ai pu constater qu'il y avait des formes de violence tolérées dans certaines organisations,
parce que c'est considéré comme des formes de motivation, le fait d'avoir une émulation collective virile dans certains entrepôts est justement encouragé par la direction, puisque du coup il y a des formes d'activation qui se font et le fait de s'encourager entre pairs fait qu'on va plus vite. Et cet encouragement est même validé par des primes de productivité. Plus on va vite, plus on engage son corps dans l'activité, plus on est récompensé par des primes de productivité. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes hommes qui font ça aussi de manière relativement temporaire, puisque ce n'est pas des emplois qui sont tenables sur le long terme. Et souvent, c'est des emplois qui ne sont envisagés que comme un passage et qui peuvent amener aussi un certain nombre de comportements ouvertement hostiles à l'égard de la hiérarchie. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes hommes qui justement étaient dans des positions ou dans des postures de défiance vis-à-vis de leurs responsables hiérarchiques, donc dans des formes de violence qui peuvent se comprendre à la lumière de la violence symbolique qui leur a été infligée par le système éducatif dont ils sont sortis relativement rapidement en général. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui me disaient c'est pas mon truc l'école, et donc il y avait vraiment une mise à distance des règles, des ordres, parce que voilà, ça les renvoyait à des formes de difficultés. Et donc cette difficulté à trouver des sources de valorisation, que ce soit à l'école ou que ce soit au travail, j'ai pu constater qu'elle pouvait être réinvestie dans d'autres espaces. Je pense à la boxe par exemple et aux travaux de Hakim Oualassi, qui montrent que quand le travail ne fait plus lien, quand les collectifs de travail ne font plus justement leur travail de créer du sens et puis de créer de la solidarité, il y a d'autres espaces en dehors du travail qui peuvent être réinvestis pour trouver du sens ou des valeurs, comme le sport. Donc le sport vient se substituer à des collectifs qui se formaient au travail et qui sont mis à mal par la précarisation des emplois, par le turnover, par l'individualisation grandissante. Et il y a certaines branches professionnelles où effectivement il est très difficile de se constituer en collectif parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre intérimaire, parce que justement ces jeunes hommes ils envisagent les emplois qu'ils occupent comme un passage, donc il n'y a pas un investissement qui est fait en ce sens à juste titre. Et donc voilà, on peut retrouver du sens dans d'autres espaces, que ce soit un club de foot, un club de boxe ou autre. Et ça va aussi un peu avec voilà, toute cette tendance à des vidéos de musculation qu'on peut voir fleurir un peu sur les réseaux sociaux. Et il y a un sociologue qui s'appelle Guillaume Vallet qui étudie justement la musculation et cette tendance à la croissance des vidéos voilà, pour être en forme chez les jeunes hommes, et qui dit que le fait de prendre contrôle de son corps, c'est une manière de faire face à un monde en crise ou à un monde dans lequel on n'a pas forcément de prise. C'est une manière de retrouver du sens en ayant un contrôle sur soi-même face à un monde dans lequel on est un peu dépassé parce qu'on n'a pas forcément toutes les clés pour le comprendre ou pour s'insérer dans ce monde-là. Qui s'appelle Guillaume Vallet. Il a écrit un livre qui s'appelle La fabrique du muscle. Voilà. Après, c'est vrai que dans le cadre professionnel, contrairement justement à ce qui se passe dans d'autres espaces, dans le cadre professionnel, la violence est quand même relativement encadrée ou réprimée, en particulier quand elle est jugée trop brutale ou mal dirigée. J'ai rarement vu en fait des bagarres de la violence physique dans les entrepôts que j'ai pu visiter, dans lesquels j'ai pu travailler. Elle est fortement réprimée en général, soit par l'encadrement, soit par les salariés eux-mêmes qui ne tolèrent pas forcément des formes de violence qui créent un environnement de travail qui peut être stressant. Et cette violence est particulièrement réprimée lorsqu'elle vise les femmes. Et ça, ça rejoint un peu les logiques de l'honneur dont parlait Marwan tout à l'heure, où les hommes qui brutalisent les femmes sont présumés, ne sont pas considérés comme des vrais hommes, puisqu'ils violentent des femmes,
et donc ils sont un peu frappés du sceau du déshonneur quand ils s'attaquent aux femmes, peu importe sa position hiérarchique. Donc il y a des formes de contrôle social de la violence qui peuvent s'effectuer au travail, qui restent un espace quand même censé être échappé à des formes de violence frontale, mais qui évidemment n'échappent pas à des formes de violence sous-jacentes, des formes de violence de classe, des formes de violence racistes, et de violence aussi sexiste, évidemment. Là, on pourrait dérouler très longtemps, mais voilà. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui intériorisent des comportements au travail qui sont problématiques et qui relèvent tout le temps de formes de violence. Une des techniques managériales, et je finirai là-dessus, pour discipliner la violence, et ça je l'ai considéré, je l'ai étudié à plusieurs reprises, c'est on va chercher à discipliner les hommes par l'intermédiaire des femmes. Comme les femmes sont supposément, sont en tout cas présumées incapables de répondre à la brutalité et de participer aux échanges violents, comme on compte aussi sur le fait que le code de l'honneur masculin fait qu'on ne va pas brutaliser les femmes, il arrive souvent que certaines femmes soient mises dans des positions d'encadrement, justement pour pacifier des relations, pour humaniser des méthodes managériales. C'est pas sans, évidemment, plein de stéréotypes naturalisants envers les femmes, et c'est pas sans les considérer de manière assez sexiste que les femmes ne seraient pas capables de violence ou d'autorité. C'est assez faux, mais en tout cas, la présence des femmes, selon un certain nombre de managers, pourrait humaniser les méthodes managériales, pourrait permettre un dialogue plus apaisé, grâce à leur communication, grâce à leur qualité de communication, et donc à ce titre, elles seraient des agents de pacification. Que ce soit vrai ou non, en tout cas, c'est une technique qui peut être souvent adoptée, qui peut marcher à certains égards, mais à quel prix, justement, ces femmes-là voilà, se trouvent dans ces positions-là. C'est une vraie question. Et si on voulait continuer sur la violence, qui est pour le coup assez multiforme dans les entreprises, il faudrait évidemment aussi parler de la violence des cadres envers les ouvriers, des anciens envers les jeunes, des hommes envers les femmes. Voilà, là je n'ai pas le temps malheureusement de développer, mais juste pointer justement qu'il y a des techniques managériales de discipline de la violence qui peuvent être mises en place, et que par ailleurs cette violence, elle peut être canalisée dans d'autres espaces, ou en tout cas elle peut être, comment dire, réinvestie ailleurs. Merci beaucoup Aude pour cette présentation qui a permis de bien élargir la notion de violence et les cadres institutionnels qui peuvent la préparer, l'encourager ou en constituer un terreau, et le travail en est un. La fin de votre intervention était consacrée aux femmes, et c'est vrai que jusque-là, elles étaient un peu présentes seulement en creux, puisque évidemment, ce sont souvent des hommes qui sont les plus concernés par les violences. Comment Yael, j'ai pas pris votre nom entier bien sûr, Yael Amselem-Magui, excusez-moi, comment les femmes s'intègrent dans cette, puisque on voit bien que la violence prend place sur un territoire, c'est un élément important d'une organisation sociale. Donc évidemment, même si les femmes ne prennent pas part directement, ou en tout cas n'ont pas le premier rôle, elles ont forcément une place dedans. Comment elles s'inscrivent dedans? Alors vous connaissez bien le sujet des femmes en milieu rural, c'est votre sujet d'étude. Vous avez écrit Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural. Donc on est dans l'école Nicolas Réveilly, Benoît Coquart, qui s'intéresse aux jeunes ruraux et ici les femmes. Comment ça se passe pour une jeune femme rurale dans un système de violence? Et on sait hélas que les campagnes ne sont pas épargnées. Merci beaucoup. Voilà, alors vous avez compris, je ne suis pas Benoît Coquart. Et nous ne sommes pas interchangeables, même si on travaille beaucoup ensemble.
Benoît ne pouvait pas être là et donc j'ai accepté, puisqu'il n'aurait pas fait la communication du tout de la même manière que moi, il vous aurait parlé des bandes. On en a discuté, mais je ne vous dirai pas ce qu'il avait prévu de vous dire. Et je lui ai dit, mais moi je ne peux pas parler des bandes parce qu'en fait les filles, elles ne forment pas vraiment des bandes. Elles ont des bandes de potes, mais il n'y a pas des bandes de filles au sens où elles ne vont pas s'opposer les unes aux autres. Et en tout cas, dans les filles du coin, c'est pas du tout comme ça que c'est arrivé la question de la violence. Et en fait, donc moi j'ai enquêté, contrairement à Benoît, sur plusieurs espaces ruraux, sur à la fois 2 campagnes attractives, ou en tout cas considérées comme attractives, 2 campagnes plutôt en déclin, pour tenir compte de la diversité et de l'hétérogénéité des espaces ruraux, ce qui est un peu indispensable. Vous pouvez nous dire lesquels peut-être? Ouais, je peux dire lesquels. Un qui est pas très loin, qui est quelque part dans la Chartreuse, une interco dans la Chartreuse, une interco en Pointe de Finistère, une interco dans les Deux-Sèvres, et une interco dans les Ardennes françaises. Alors voilà, je fais juste pour les filles qui me l'ont dit, les Ardennes françaises, personne ne sait où c'est sur une carte, donc c'est pas très loin de la Belgique. Donc voilà, j'ai essayé avec 2 sociologues, ça marche, personne ne sait situer les Ardennes non plus chez les sociologues. Donc voilà. Mais c'est aussi parce qu'on ne peut pas vraiment envoyer une carte postale de chez soi quand on grandit dans les Ardennes. Et ça ne fait pas rien en fait à son territoire. Et que pour notre génération, les Ardennes, c'est d'abord des faits divers qui touchent les femmes, qui touchent les enfants et qui sortent dans la presse avec des trucs plus glauques les uns que les autres. Donc ils ont eu du trou, après ils ont eu Fourniret, après, enfin voilà. Il y a eu la Meuse, maintenant il y a Sambre avec la série. Enfin voilà, ça enchaîne quand même. Et ça ne fait pas rien derrière, et vous verrez, à justement toute cette question de genre, violence, territoire. Alors la campagne, c'est forcément un grand flou conceptuel, et là-dessus avec Nicolas et Benoît on est complètement alignés. Tout le monde le fait du point de vue de son vécu, et moi c'est comme ça que je suis partie dans l'enquête sur les filles du coin, excepté l'INSEE. L'INSEE n'a pas de vécu, l'INSEE a des définitions statistiques, bon ben moi j'ai pas utilisé les définitions de l'INSEE. Et pour aborder cette question-là des violences, alors c'est plutôt des violences interpersonnelles que des violences en groupe contre d'autres groupes dont font part les filles. C'est moins les violences qui pourraient avoir lieu et des tensions qu'il peut y avoir ou des rivalités entre villages, même si elles existent. Elles vont plutôt se solder par le biais du sport et éventuellement des bagarres à la sortie des matchs qui ne se passent pas très bien, mais qui ne sont jamais appelés des rixes. C'est dans l'esprit sportif et tous les aléas qu'il y a dans l'esprit sportif. Les filles, elles sont, en tout cas quand je les rencontre dans les filles du coin, et là en ce moment je mène une autre recherche en milieu rural et c'est à peu près la même chose qui ressort, elles sont peu impliquées dans les bagarres, mais elles sont très présentes dans les histoires. Elles ont des histoires entre elles, et elles sont au courant de tout ce qui se passe, y compris entre les garçons, entre les filles et les garçons. Et cette place du commérage, on sait qu'à l'adolescence, elle est très présente et encore plus, alors c'est pas du tout spécifique aux espaces ruraux, c'est pas du tout spécifique aux classes populaires, c'est pas un truc de filles les commérages. Les garçons aussi sont très friands des commérages rapportés par les filles, parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas les informations, il leur manquerait quand même pas mal de données sur leur territoire. Et les commérages, en fait, ils donnent une place et ils permettent de positionner les individus les uns par rapport aux autres, et ils permettent d'avoir une place particulière, de pouvoir exister dans les réseaux d'interconnaissance. On tient aussi de l'information quand on tient les commérages, et on peut avoir une forme de pouvoir, puisqu'on a une manière de pouvoir raconter les choses. Je vous donnerai à la fin une anecdote sur comment on peut raconter les choses d'une manière différente. Cette question-là, en fait, de la place des violences interpersonnelles, elle va croiser les rapports de classe et les rapports de genre, qui se jouent en effet dans des espaces d'interconnaissance, où les espaces ruraux sont, oui, des espaces où il y a des très fortes solidarités, mais avec aussi des processus de classement et de déclassement des familles, des personnes, qui ne sont pas sans lien avec les enjeux de respectabilité. Et y compris chez les jeunes, l'enjeu de la respectabilité passe beaucoup par le travail. Et on va voir qu'il y a des bonnes bagarres, et là on va retrouver dans d'autres formes les logiques de l'honneur, des garçons bagarreurs légitimes et des garçons bagarreurs qui posent problème. Alors derrière, oui, c'est un contrôle social de la violence des garçons qui va toucher les filles, et là je rejoindrai complètement ce que Aude disait à la fin de son intervention. Les gars qui se bagarrent pour des raisons légitimes, ça va être d'abord pour défendre leur place, mais aussi pour défendre leurs copines, défendre l'honneur de leur couple, défendre l'honneur de leurs sœurs ou de leurs frères, qui se sont retrouvés un peu chahutés à la sortie d'un établissement, qui ont été malmenés dans un quart scolaire, parce que les quarts scolaires, on a beau pas les regarder du point de vue de la sociologie, quand on enquête dans les espaces ruraux, c'est un espèce de lieu
tout peut se passer n'importe quoi et un super lieu de violence interpersonnelle, organisé du point de vue de l'âge, organisé du point de vue des milieux sociaux, organisé du point de vue des villages, et de la rotation de quart. Faites parler vos élèves pour celles et ceux qui ont des élèves qui arrivent en quart, vous verrez. Ils n'arrivent pas forcément hyper détendus dans les établissements quand ça fait déjà 1h45 qu'ils sont en écart, où il y en a un qui s'est coupé les cheveux par l'autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les motifs légitimes de défendre sa place. Et les motifs illégitimes, ça va être les gars qui se bagarrent mais qui posent problème. Et en fait, moi, j'ai surtout entendu parler des gars qui posent problème par les filles et les effets sur les filles d'être avec un gars qui pose problème. Alors typiquement, les bagarres qui posent problème, on va d'un coup pointer de l'alcool, alors que dans les bagarres légitimes, il y avait aussi éventuellement de l'alcool, mais qui n'est pas associé au motif de la bagarre et au problème de la bagarre. Et en fait, c'est les conséquences surtout de ces bagarres qui vont impacter l'ensemble des personnes qui vivent dans le milieu rural où ça peut se situer. Et donc, typiquement, je vais prendre l'exemple de Michael que je prends dans le bouquin, où Michael est un garçon qui ne vient pas du coin. Michael, il job pas vraiment, il n'a pas la figure du travailleur. Et Michael, bon, ben, voilà, il est toujours dans les mauvais coups, toujours dans la mauvaise histoire. Donc ça, c'est un truc qui fait que sa copine, déjà, il y a des choses qui circulent sur elle, parce que bon, quand même, Michael, il gère pas, et puis il vient pas du coin. De son point de vue, le fait que Michael soit noir n'est pas du tout un problème. Les gens du coin sont pas racistes, tu sais, il y a elle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel elle va beaucoup insister. Donc le racisme, on l'a évacué assez rapidement avec elle. Mais en fait, le problème, c'est que Michael s'est bagarré à la sortie d'une boîte de nuit plusieurs fois. Donc la seule boîte de nuit qui existait, c'était avant le Covid. Maintenant, il n'y a vraiment plus de boîte de nuit en milieu rural, puis en milieu urbain non plus. Mais en tout cas, il y avait encore une boîte de nuit. Michael se bagarre une fois de trop à la sortie d'une boîte de nuit. Il rentre en voiture avec le frère de cette jeune femme. Voilà, ils se prennent un arbre, ils meurent tous les deux d'un accident de voiture. Et en fait, l'alcool, l'accident, les bagarres qu'a produit Michael dans la boîte de nuit vont finalement être la fin de la boîte de nuit, et la boîte de nuit va fermer définitivement. Et donc c'est sur elle que va reposer toute la responsabilité de ne pas avoir tenu son homme, de ne pas avoir su faire face, de ne pas avoir contrôlé les consommations de son conjoint, de l'avoir autorisé à sortir. Et donc c'est sur elle derrière que vont s'organiser les formes de marginalisation par les filles, par les adultes, par les grands-parents, par les familles, de cette fille-là, de sa famille, parce que c'est une famille à problème et c'est autour d'elle que se construit finalement cette mauvaise bagarre. Et Michael, en fait, si il a cette image de mauvais gars, c'est en partie et d'abord parce qu'il n'a pas une place par le travail. Il y a plein d'autres garçons dont j'ai entendu des histoires de bagarres à la sortie des boîtes de nuit, mais comme c'est des bons travailleurs, c'est pas des mauvais bagarreurs. Michael, c'est pas un bon travailleur, mais c'est aussi un mauvais bagarreur. Et là, on va retrouver cette question des gars qui seraient sans frein et des filles qui seraient responsables, des filles qui sauraient et qui devraient, donc ce serait le rôle de devoir tenir à la fois leur conjoint, à la fois leur frère, mais aussi parfois leur père, dans des espaces ruraux où l'interconnaissance est particulièrement forte. Deuxième point qui me semblait important, et peut-être ça fera le lien avec ce qu'on disait, mais parce que là, sur le terrain que je fais, alors c'était il y a quelques semaines, mais j'ai une jeune fille qui me dit on va pas pouvoir se voir, je peux plus venir au village, c'est trop dangereux, je sais trop de choses. Et donc je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, de quoi tu me parles? Bon voilà, ça prend des messages, des vocaux, je comprends pas de quoi elle me parle, et elle me dit mais fais attention à toi. Et là je me dis mince, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis bon, il faut que je t'appelle, donc je l'appelle, et entre deux moments de stage au Super U, et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, il y a eu un meurtre. Et je dis, ok, mais toi, ça va? Parce que du coup, je pouvais aller nulle part, elle ne voulait pas parler, je sais trop de choses, tout ça. Et donc, elle me donne l'identité de la personne qui est morte, l'identité de la personne qui est recherchée, je ne connais pas ses gens, mais de toute façon, je ne demandais pas ça, je lui demandais si elle allait bien. Et en fait, derrière cette histoire, donc il y a eu un homicide dans le village, voilà, la personne qui a tué l'autre, elle a été recherchée pendant 4-5 jours, manque de bol, la semaine où je faisais du terrain. Autant vous dire que quand on dit qu'on fait une enquête et qu'on fait ça en plein milieu d'un homicide, où le psy est arrivé ultra nombreux dans un village où il n'y a jamais personne, c'est compliqué quand on repart et que la personne a été arrêtée le jour où on repart de faire comprendre qu'on n'est pas flic ni journaliste. Là, je pense que j'en ai pour 6 mois de racheter ma place. Et donc, c'est les effets collatéraux d'enquêter, de faire de l'ethnographie. Et en fait, derrière cette histoire-là, il y a la diffusion médiatique des faits divers. Alors, je spoil pas la table ronde d'après, mais pour moi qui est très importante, avec ce sentiment de proximité
avec des comportements violents, avec des violences, avec des homicides. Alors là, typiquement, la proximité elle est encore plus proche, parce que c'est dans le village, c'est des gens qui connaissent, tout le monde s'est envoyé des photos de qui est mort, où est-ce que ça s'est passé, de qui a tué, et comment ça s'est passé. Alors c'est passé par toutes les histoires, hein. Je vous ai plein de toute l'histoire, mais voilà. Et qui va venir alimenter le sentiment d'insécurité des filles en particulier, qui vont pointer la différence entre les avantages et les inconvénients d'être une fille en milieu rural par rapport à être un garçon, c'est l'insécurité. Et elles vont placer en fait cette question-là bien plus cette année que quand j'ai fait les filles du coin, donc juste avant 2020, beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus fréquentes sur les 2 ou 3 territoires dans lesquels j'enquête en ce moment. Et ça va s'expliquer sur la place des femmes dans l'espace public, sur la question du contrôle social du corps des femmes, sur la construction de la route comme espace à risque, circulation routière, altercation masculine, et puis sur les risques autour des violences sexuelles, des viols et du kidnapping. Et puis juste pour terminer, cette question en fait du risque et de la proximité du risque pour les femmes amène les filles à s'équiper de couteaux pour se sentir rassurées dans les centres-bourgs de villages de 2000 habitants, sur les chemins du retour des établissements scolaires ou sur le chemin du retour du travail, avec une méfiance et une défiance de certains quartiers dans les espaces ruraux. Il y a des cités en milieu rural qui n'ont pas forcément autant de visibilité que nos cités en Île-de-France ou dans les grandes métropoles, et pour autant avec les mêmes processus de ségrégation, de discrimination, de marginalisation des populations qui y habitent. Voilà. Merci. Merci beaucoup Yael, c'était passionnant et on a hâte de lire votre prochain ouvrage, du coup la sociologie des cartes. C'est vrai que